Une route d'essai ne cède pas sous la pluie. Dans un pays où les pistes rurales deviennent souvent impraticables quand la saison des pluies s'installe, le récit affirme qu'une chaussée faite de pneus usagés a tenu, tout en annonçant près de 40% d'économie sur la construction. Qu'est-ce que cela signifie pour quelqu'un qui doit rejoindre l'école, le marché ou un centre de santé? Et pourquoi Ibrahim Traoré accepte-t-il de jouer ce pari à visage découvert? Si cette preuve se répète, ce ne serait plus une astuce mais un modèle. La promesse du récit est simple et exigeante. Montrer comment une idée jugée trop rudimentaire devient un test national, sans slogan ni embellissement. Il s'agit d'examiner ce que vaut réellement une route quand elle affronte la pluie, le temps et l'usage quotidien, et ce que ce résultat change dans un pays où l'infrastructure conditionne l'accès aux services essentiels. L'enjeu n'est pas seulement technique, il est aussi économique et politique, car chaque choix de méthode engage des dépendances, des coûts récurrents et des rapports de pouvoir avec des acteurs extérieurs. Le risque est assumé dès le départ. Si l'initiative échoue, elle renforcera l'argument selon lequel seules les solutions importées seraient incrédibles, et la tentative sera disqualifiée pour longtemps. Si elle tient, elle ouvrira une brèche. Réduire les coûts, recycler un déchet, impliquer les communautés et reprendre une part de contrôle sur la trajectoire de développement. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme un inventeur isolé, mais comme celui qui accepte de transformer une hypothèse fragile en preuve observable. L'histoire avance donc avec une question centrale. Jusqu'où une solution locale peut-elle aller avant de se heurter à ses propres limites? La première révélation est factuelle et difficile à écarter. Une section de route en pneus recyclés a traversé la saison des pluies et le récit avance une réduction de coûts proche de 40% par rapport aux méthodes classiques. Ce chiffre ne flotte pas seul, il est immédiatement relié à un test concret, visible, situé dans des zones rurales où les pistes deviennent habituellement impraticables dès que le haut s'installe. La question posée au départ trouve ici un premier verrou. L'idée n'est plus seulement ingénieuse, elle a résisté à l'épreuve la plus attendue. Pour comprendre pourquoi cette preuve compte, il faut revenir au contexte. Au Burkina Faso, les routes rurales sont souvent des lignes de vie fragiles. Quand elles cèdent, l'école s'éloigne, le centre de santé devient inaccessible et le marché se transforme en pari quotidien. Les méthodes traditionnelles, coûteuses et dépendantes d'entreprises extérieures peinent à répondre à cette réalité répétitive. C'est dans cet espace que s'inscrit l'initiative portée par Ibrahim Traoré, non comme une rupture spectaculaire, mais comme une tentative de faire autrement avec ce qui est disponible. Le projet repose sur deux paris imbriqués. Le premier est technique: utiliser des pneus usagés comme matériaux pour améliorer la résistance aux pluies et réduire l'entretien. Le second est organisationnel. Impliquer les communautés locales dans la collecte, la préparation et la pose, afin que la route ne soit pas perçue comme un objet imposé, mais comme un résultat partagé. Ces deux dimensions expliquent pourquoi le chiffre de 40% n'est pas présenté comme un exploit isolé, mais comme un indicateur d'un système différent. Un micro-cas éclaire cette bascule. Dans un village de l'Est, la piste achevée reste praticable après les pluies et l'attention se déplace de l'idée vers ses effets immédiats. À ce stade, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un technicien que comme le catalyseur d'un test national, encore fragile, mais désormais impossible à ignorer. Pour quitter le terrain des principes, le récit suit un personnage discret, un chef d'équipe local chargé de coordonner la collecte et la préparation des pneus. Son rôle n'a rien d'héroïque. Il doit convaincre des habitants de déposer leurs pneus usagés, organiser des points de collecte, puis synchroniser ce flux irrégulier avec le chantier.
Cette banalité est précisément ce qui rend le projet lisible, car elle montre que la route n'est pas une idée abstraite, mais une chaîne d'actions quotidiennes. Dans ce cadre, la chaussée devient un révélateur d'impact précoce. Une vendeuse de produits agricoles explique que pendant la saison des pluies, le trajet vers le marché se transformait en risque permanent. La piste en pneus ne change pas la récolte, mais elle change la régularité. Pouvoir planifier un aller-retour sans perdre une journée entière réduit l'incertitude, et cette réduction pèse autant que n'importe quel gain spectaculaire. Un agent de santé décrit la même logique. L'intérêt principal n'est pas la vitesse, mais la continuité au moment où tout s'arrête ailleurs. Ces récits courts déplacent l'attention. La route n'est plus évaluée seulement par des experts ou des chiffres, mais par des usages répétés. C'est là que l'initiative prend une épaisseur sociale. En impliquant les habitants dès la collecte, Ibrahim Traoré pousse une logique simple. Ceux qui participent à la construction défendent ensuite la solution, parce qu'ils en comprennent les contraintes et les bénéfices. Tout commence par une urgence répétée. Avant le projet, les pistes rurales cèdent dès que la pluie s'installe, isolant des villages entiers pendant des semaines. Après, une hypothèse est posée publiquement: transformer un déchet abondant en matériau routier et tester cette option là où l'échec serait immédiatement visible. Ibrahim Traoré n'annonce pas une révolution, il autorise un chantier pilote circonscrit exposé au regard local. L'activation est volontairement concrète, presque austère, pour éviter toute promesse qui ne pourrait pas être vérifiée sur le terrain. La première phase est logistique. Des points de collecte sont mis en place, les pneus sont triés, nettoyés, préparés. Des équipes locales apprennent à intégrer ce matériau dans une méthode de construction adaptée à des routes à faible trafic. Rien n'avance sans ce rythme patient. Sans flux régulier de pneus, pas de chantier. Sans organisation locale, pas de continuité. Cette étape, souvent invisible, conditionne déjà la crédibilité de l'ensemble. Le récit bascule avec le moment attendu par tous, l'arrivée de la saison des pluies. C'est le point de tension maximal, celui qui sépare une idée ingénieuse d'une preuve. Les routes traditionnelles voisines se dégradent rapidement, creusées par l'eau et le passage répété. La section en pneus, elle, reste praticable. Le contraste est immédiat et observé par les habitants eux-mêmes. À cet instant, le projet cesse d'être évalué sur des intentions. Il est jugé sur un avant et un après. Le chiffre avancé ensuite, près de 40% de réduction des coûts de construction, agit comme un amplificateur. Il ne crée pas la confiance à lui seul, mais il transforme une observation locale en argument national. La discussion se déplace. Si une route tient et coûte moins cher, alors l'argent économisé peut être réaffecté ailleurs. Cette perspective déclenche les premiers débats publics bien au-delà du chantier initial. Les répliques ne tardent pas. Des entreprises de construction et des experts expriment des doutes sur la durabilité à long terme et la sécurité. Le projet entre dans une zone de friction. Ibrahim Traoré répond sans surenchère. Il renvoie aux faits observés, rappelle que l'usage visé concerne d'abord des routes rurales et insiste sur la nécessité de répéter les tests plutôt que de les mythifier. La stratégie est claire: empiler des preuves plutôt que des discours. Les premiers effets secondaires apparaissent déjà. La participation locale nourrit une fierté nouvelle et la route devient un symbole de capacité collective. En même temps, la fragilité demeure. Une seule défaillance visible pourrait inverser le récit. À ce stade, l'initiative n'est ni un succès acquis ni un échec annoncé. Elle est un point d'inflexion où chaque étape suivante pèsera plus lourd que la précédente. Un premier repère chiffré sert de point d'ancrage. Par rapport aux méthodes classiques, le récit avance une réduction d'environ 40% des coûts de construction. Ce chiffre n'est pas présenté comme une moyenne abstraite, mais comme le résultat observé sur un pilote précis,
dans des conditions rurales où les contraintes sont connues. Et il signifie concrètement qu'avec le même budget, davantage de kilomètres peuvent être rendus praticables ou que les fonds économisés peuvent être redirigés vers d'autres besoins urgents. Un, au- un autre indicateur affine la lecture. Les routes construites avec des pneus recyclés afficheraient une baisse d'environ 30% des coûts d'entretien. Cette donnée compte autant que la première, car dans de nombreux contextes, la maintenance absorbe plus de ressources que la construction initiale. Une chaussée qui tient plus longtemps pendant la saison des pluies réduit les réparations répétées, les interruptions de circulation et les dépenses imprévues. Autrement dit, le gain ne se mesure pas seulement à l'entrée, mais sur la durée. Un troisième repère éclaire la dimension environnementale, près de 10 000 pneus recyclés par kilomètre de route. Cette donnée relie l'infrastructure à un problème parallèle, celui de l'accumulation des pneus usagés. Là où ces déchets finissent souvent brûlés ou abandonnés, ils deviennent ici une ressource intégrée dans un cycle productif. Le recyclage n'est plus un geste symbolique, mais une variable fonctionnelle du projet. Pris ensemble, ces chiffres forment une chaîne logique. Réduction des coûts de construction, baisse de l'entretien, valorisation d'un déchet local. Aucun de ces éléments ne suffit seul à imposer un modèle, mais leur combinaison rend l'option difficile à ignorer. C'est précisément ce que met en avant Ibrahim Traoré, non pas une promesse d'efficacité universelle, mais une cohérence mesurable entre technique, économie et environnement. Ces données doivent toutefois être lues avec prudence. Elles proviennent de pilotes encore limités, et leur validité dépend de la répétition. Une route qui tient une saison devient un signal. Une méthode qui se répète sans dérive devient un standard. C'est cette distinction qui structure le débat. Les chiffres ouvrent une porte, ils ne la referment pas. À ce stade, la question initiale se déplace. Il ne s'agit plus de savoir si l'idée est possible, mais de déterminer dans quelles conditions ces résultats peuvent être reproduits sans perdre leur sens ni leur efficacité. Les défenseurs du projet avancent d'abord un argument économique structurant: réduire les coûts de construction et d'entretien tout en utilisant un matériau disponible localement change l'équation budgétaire. Selon eux, cette méthode permet de desserrer une contrainte chronique, des fonds absorbés par des infrastructures fragiles au détriment d'autres priorités publiques. À cela s'ajoute un argument social. En impliquant des équipes locales dans la collecte et la mise en œuvre, le projet crée de l'emploi rural et diffuse des compétences qui restent sur place. Enfin, l'argument environnemental complète l'ensemble. Transformer un déchet problématique en ressource utile répond à deux enjeux simultanément, sans importer de solutions complexes. Face à cela, les critiques formulent trois objections principales. La première concerne la durabilité à long terme. Une route qui tient une ou deux saisons ne prouve pas sa résistance sur plusieurs années, surtout si le trafic augmente. La deuxième objection porte sur la sécurité et les normes. Les infrastructures routières sont soumises à des standards techniques stricts et une méthode encore peu répandue soulève des interrogations légitimes sur sa conformité. La troisième critique est plus structurelle. Ce qui fonctionne à petite échelle dans des zones rurales pourrait échouer dès que l'on cherche à généraliser. La réponse proposée par le récit ne balaie pas ces objections, elle les requalifie. D'abord, l'usage visé est clairement défini: des routes rurales à trafic modéré, où l'objectif principal est la praticabilité pendant la saison des pluies. Ensuite, la question des normes est renvoyée à un processus graduel: tester, mesurer, ajuster, plutôt que décréter une validité universelle. Enfin, sur l'échelle, l'argument est conditionnel. La méthode n'est crédible que si chaque maillon, de la collecte à l'entretien, reste cohérent.
Cette confrontation n'oppose donc pas une certitude à un refus. Elle dessine un espace de décision où la valeur du projet dépend moins d'un discours que de sa capacité à se répéter sans se dégrader. Le point de bascule intervient quand le regard change d'objet. Jusqu'ici, l'attention se fixait sur une technique, des pneus recyclés, une résistance aux pluies. Au milieu du récit, l'enjeu se déplace vers un système. La route devient un test de capacité collective. Organiser une collecte régulière, former des équipes locales, maintenir un entretien cohérent. À ce stade, la matière compte moins que la coordination. C'est ici que la lecture se resserre autour d'Ibrahim Traoré. Le projet n'est pas présenté comme une prouesse d'ingénierie isolée, mais comme une démonstration de gouvernance appliquée. Chaque kilomètre construit oblige à synchroniser des acteurs, des calendriers et des ressources. La réussite ne dépend plus seulement de la chaussée, mais de la répétition disciplinée du processus qui l'a produite. Ce renversement explique pourquoi les débats se tendent. Si la méthode tient, elle remet en cause des habitudes établies et des positions dominantes. Si elle échoue, ce n'est pas la technique seule qui sera jugée, mais la capacité d'un État à piloter une solution locale. Le milieu du récit clarifie donc le véritable enjeu. La route est un prétexte mesurable pour tester une autonomie de décision. Les conséquences concrètes du projet se lisent différemment selon les acteurs concernés, et c'est cette pluralité qui permet d'en mesurer la portée réelle. Du point de vue des politiques publiques, l'initiative ouvre une option stratégique, une méthode qui réduit les coûts et utilise des ressources locales, offre une marge de manœuvre budgétaire rare. Elle ne supprime pas le besoin d'investissements extérieurs, mais elle rééquilibre la négociation. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme celui qui teste une capacité à choisir plutôt qu'à subir des solutions standardisées. Pour le développement national du Burkina Faso, l'effet est à la fois économique et symbolique. La réduction annoncée des coûts de construction et d'entretien allège la pression sur des budgets déjà contraints. Mais l'impact le plus immédiat est ailleurs. La continuité des routes rurales pendant la saison des pluies. Quand les axes secondaires restent praticables, l'activité économique ne s'interrompt plus brutalement. Les marchés fonctionnent avec plus de régularité. Les services publics deviennent plus accessibles et l'incertitude quotidienne recule. Cette stabilité discrète change la manière dont le développement est perçu, non comme un événement ponctuel, mais comme une amélioration cumulative. Du côté des pays développés et des observateurs institutionnels, le projet agit comme un signal faible mais intrigant. L'utilisation de pneus recyclés pour des infrastructures routières résonne avec des débats globaux sur l'économie circulaire et la durabilité. Si les résultats se confirment, ils pourraient inspirer des adaptations dans d'autres contextes, même très différents. Toutefois, ces acteurs restent prudents. Ils observent, comparent, demandent des garanties techniques et attendent des séries de données plus longues avant de considérer une transposition. Enfin, pour les publics engagés et les observateurs attentifs, l'initiative fonctionne comme un récit de bascule. Elle contredit l'idée selon laquelle l'innovation viable ne viendrait que de centres industriels avancés. La route en pneus devient un symbole accessible, compréhensible, sans expertise technique lourde. Elle incarne une possibilité, celle qu'un pays confronté à des contraintes fortes puisse formuler ses propres réponses à partir de ses réalités matérielles. Ces effets ne sont ni uniformes ni définitifs. Ils dépendent de la répétition, de la maintenance et de la capacité à éviter les échecs visibles. C'est pourquoi Ibrahim Traoré est associé à un enjeu précis: transformer une réussite localisée en impact partagé, sans perdre ce qui en fait la force initiale. À ce stade, le projet a déjà déplacé les lignes, mais il n'a pas encore verrouillé son avenir. À court terme,
L'initiative peut suivre plusieurs trajectoires plausibles sans qu'il soit nécessaire d'en prédire la probabilité. Le scénario de base repose sur une consolidation prudente. Les autorités stabilisent les projets pilotes, étendent progressivement la méthode aux zones rurales les plus exposées aux pluies et formalisent des routines de maintenance. L'accent est surtout mis sur la qualité plutôt que sur la vitesse. Dans cette trajectoire, la route en pneus ne devient pas un symbole spectaculaire, mais un outil parmi d'autres, évalué sur sa capacité à tenir dans la durée. Ibrahim Traoré y gagne du temps et de la crédibilité, en empilant des preuves plutôt qu'en promettant une rupture totale. Le scénario optimiste suppose une accélération. Les résultats initiaux convainquent les communautés locales, la collecte de pneus s'organise mieux et les centres de formation se multiplient. L'attention médiatique et institutionnelle change de ton, transformant l'initiative en référence de développement durable. Les économies réalisées sur la construction et l'entretien dégagent des marges budgétaires, réinvesties dans d'autres secteurs comme l'éducation ou la santé. Dans ce cas, la méthode dépasse le cadre national et commence à être observée, voire imitée, par d'autres pays confrontés à des contraintes similaires. Le scénario pessimiste met en lumière les fragilités. Des problèmes logistiques ralentissent la collecte, des défauts apparaissent sur certaines sections, ou une défaillance visible alimente les critiques sur la sécurité. La confiance se fissure rapidement et le projet se fige à l'échelle de quelques régions. Une seule rupture dans la chaîne, de la collecte à l'entretien, suffit alors à fragiliser l'ensemble du récit. Quelle que soit la trajectoire, une recommandation de méthode s'impose. L'initiative doit être jugée comme un système complet, pas comme un objet isolé. Si chaque maillon reste cohérent, la promesse tient. Si l'un d'eux cède, l'expérience devient un contre-exemple. C'est dans cet équilibre que se joue la suite du pari porté par Ibrahim Traoré. À ce stade, l'enjeu quitte les cadres institutionnels pour se traduire en expérience ordinaire. Ce que montre le récit n'est pas une prouesse technique lointaine, mais une série d'effets concrets qui touchent des gestes simples. Quand une route reste praticable pendant la saison des pluies, la première ressource gagnée est le temps. Moins de trajets annulés, moins d'heures perdues à attendre que l'eau se retire, moins de décisions prises dans l'urgence. Cette continuité transforme la manière dont une journée est organisée. Pour une famille, cela signifie pouvoir prévoir un déplacement vers un centre de santé sans parier sur la météo. Pour un élève, rejoindre l'école devient une routine plutôt qu'une exception. Pour un petit commerçant, transporter une production au bon moment réduit les pertes et l'incertitude. Aucun de ces effets n'est spectaculaire pris isolément, mais leur accumulation modifie la qualité de vie. Le développement cesse d'être perçu comme un événement ponctuel et devient une amélioration progressive. Un autre impact, plus discret, concerne la confiance. Lorsque les habitants participent à la collecte des pneus et comprennent la logique de la construction, la route n'est plus un objet extérieur. Elle devient un bien commun associé à des responsabilités partagées. Cette implication change le rapport au mot développement. Il ne renvoie plus uniquement à des décisions venues d'ailleurs, mais à une capacité locale à produire et maintenir une solution. Pour le spectateur, deux pistes de lecture émergent sans ajouter de faits nouveaux. D'abord, observer autour de soi comment un déchet peut devenir une ressource et quelles habitudes freinent ou facilitent cette transformation. Ensuite, apprendre à distinguer une réussite symbolique d'une réussite durable. Une route qui tient une saison est un signal. Une méthode qui se répète, se répare et se transmet devient un modèle. C'est dans cette distinction que le récit invite chacun à déplacer son regard, du spectaculaire vers le soutenable. Pour qu'un pilote devienne une trajectoire crédible, le récit décrit une feuille de route en plusieurs étapes, sans ajouter de promesses hors de portée. La première concerne l'organisation amont. Il s'agit de structurer durablement la collecte des pneus usagés, avec des points de dépôt clairs,
des calendriers réguliers et une responsabilité locale identifiée. Sans cet approvisionnement stable, la méthode perd sa base matérielle et devient imprévisible. Ensuite, l'accent se porte sur les compétences. Des équipes locales doivent être formées de manière répétée, pas seulement pour poser une route, mais pour comprendre ses contraintes, ses limites et son entretien. La transmission des gestes compte autant que la technique elle-même. Une route qui tient dépend moins d'un manuel que d'une pratique maîtrisée dans le temps. C'est ici que l'apprentissage collectif devient un indicateur de succès. Après cela, une dimension institutionnelle s'impose. Un cadre simple de suivi n'est pas nécessaire pour mesurer ce qui fonctionne et ce qui dérive. Cela inclut des contrôles de qualité, des retours d'usage après la saison des pluies et des ajustements progressifs. L'objectif n'est pas de figer un standard trop tôt, mais d'éviter que les erreurs se répètent silencieusement. Puis, la coordination devient essentielle. Les chantiers doivent être planifiés en lien avec les besoins réels, accès au marché, aux écoles, aux centres de santé. La route n'est pas une fin en soi, mais un moyen. À ce niveau, Ibrahim Traoré apparaît comme celui qui insiste sur la cohérence de la chaîne plutôt que sur la vitesse d'exécution. Et pour finir, la mesure décisive reste simple. Si les routes restent praticables, si les coûts restent contenus et si les équipes locales gagnent en autonomie, alors la méthode justifie sa poursuite. Sinon, elle doit être corrigée ou limitée. Ce pragmatisme constitue le cœur de la proposition. Le récit revient alors à ce qui l'a rendu tangible dès le début. La route du village, celle qui a tenu sous la pluie, n'est plus décrite comme une prouesse isolée. Elle devient un point de repère. On se souvient du chef d'équipe qui coordonnait la collecte, de la vendeuse qui pouvait enfin planifier ses trajets, de l'agent de santé qui n'attendait plus que la piste sèche. Ces figures ne portent pas un discours, elles incarnent une continuité retrouvée. C'est ici que la boucle se referme. Ce qui comptait au départ n'était pas l'originalité de la méthode, mais sa capacité à réduire l'incertitude. Une route stable ne promet pas la prospérité, elle enlève un obstacle répété. En ce sens, l'initiative portée par Ibrahim Traoré prend une dimension plus large. Elle ne prétend pas résoudre tous les problèmes d'infrastructure, mais elle montre qu'une solution locale peut produire un effet mesurable sans dépendre entièrement de modèles importés. L'émotion du récit ne vient pas d'un triomphe spectaculaire, elle vient d'un déplacement plus discret, le passage d'une attente passive à une action maîtrisée. Quand une communauté comprend comment une route est construite et entretenue, elle comprend aussi qu'elle peut influencer son propre quotidien. C'est cette compréhension, plus que la chaussée elle-même, qui donne au projet sa portée durable. La fin du récit ne cherche pas à clore le débat, mais à l'ouvrir de manière utile. L'histoire de cette route rappelle que les choix de développement ne se mesurent pas seulement à leur visibilité, mais à leurs effets répétés dans le temps. Une solution qui tient une saison interroge. Une solution qui se maintient interroge autrement. Entre les deux, il y a des décisions, des ajustements et des responsabilités partagées. Ce que propose implicitement cette initiative, c'est un changement de regard. Plutôt que de demander si une idée est spectaculaire, il devient plus fécond de demander ce qu'elle change concrètement, pour qui et à quelles conditions. Cette grille de lecture dépasse le Burkina Faso. Elle peut s'appliquer à d'autres contextes, d'autres infrastructures, d'autres choix collectifs où les ressources sont limitées mais les besoins immédiats. Pour le spectateur, la question finale n'appelle pas une adhésion ou un rejet immédiat. Elle invite à une discussion informée. À quel signe reconnaît-on une solution durable? À quel moment faut-il accélérer et quand faut-il ralentir pour consolider? Partager ces questions, les confronter à d'autres expériences, c'est déjà prolonger le sens du récit.